Nous nous retrouvons dans un cadre qui est celui de l'éducation nationale et qui auparavant était dénommé instruction publique. Cela implique que c'est la République française qui prend en charge la formation des jeunes et futurs citoyens et qu'elle ne laisse pas les familles l'organiser comme elles l'entendent. Cela pose question: au service de qui est mise la formation ainsi organisée? Hypothèse holiste: l'individu est subordonné à l'intérêt du collectif. Elle est conçue pour être bénéfique au collectif, chaque individu passant entre les mains d'une institution qui le façonne pour le rendre conforme à ses attentes, à ses besoins, à ses objectifs. Hypothèse individualiste: l'individu n'est pas sacrifié à l'intérêt du collectif. Elle est conçue pour être bénéfique à l'individu lui-même, dont l'épanouissement intellectuel et moral est la finalité affichée et sincère de l'institution, celle-ci n'étant qu'un moyen. Ces deux hypothèses sont deux pôles entre lesquels on peut y envisager des nuances intercalaires. L'éducation pourrait ne pas être au service de la nation tout entière, mais subordonnée aux intérêts d'une classe, d'un clan ou d'une caste. On pense ici par exemple au film Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir, 1989, et à la manière dont la famille surdétermine les carrières et donc le cursus scolaire des jeunes adultes pris pour de futurs médecins ou avocats ou banquiers d'affaires, au mépris de leurs inspirations individuelles. L'éducation pourrait également s'efforcer de concilier les deux objectifs, individuels et collectifs, en partant du principe qu'une personne ne s'épanouit vraiment qu'en trouvant sa juste place au sein d'un collectif qu'elle contribue à faire fonctionner, à l'instar des membres du peuple troglodyte dans les lettres persanes de Montesquieu, dont les projets individuels, loin de contrarier l'harmonie et la cohésion du groupe, les confortent, ou, pour le dire autrement, leur participation aux tâches collectives contribue à leur bonheur personnel. Évidemment, il est très vraisemblable que la plupart, sinon la totalité d'entre nous, souhaitent que l'éducation soit émancipatrice et non liberticide, que l'enfant parvienne, grâce à et non malgré une éducation reçue, à la pleine maîtrise de sa liberté, à son plus complet épanouissement intellectuel, affectif, relationnel, mais il ne suffit pas de le décréter pour qu'il en soit ainsi. Il faut prendre acte de la difficulté qui se dresse devant nous et trouver les moyens de la surmonter. Cette difficulté, exprimée dans toute son ampleur, peut prendre la forme d'un paradoxe. Comment se pourrait-il que l'éducation qui confie à des adultes accomplis le soin de former des enfants en devenir permette à ces derniers de disposer librement de leur esprit et de leur corps, alors même que toutes les conditions semblent réunies pour produire l'asservissement des uns par les autres? Cette difficulté nous renvoie à la distinction entre autonomie et hétéronomie. On appelle autonomie la situation d'une personne qui détermine pour elle-même, rationnellement, les règles de conduite, nomie, auxquelles elle va se plier. Que ces règles soient inventées par elle, comme le fait de ne pas consommer plus qu'une certaine quantité d'alcool au cours d'une semaine, ou de ne pas utiliser son smartphone après une certaine heure, ou bien qu'elles soient inventées par d'autres, mais pleinement acceptées par cette personne, comme le fait de ne pas manger de viande de porc pour des motifs religieux, ou la décision de respecter scrupuleusement le code de la route. On appelle hétéronomie, au contraire, la situation d'une personne qui est astreinte à des règles de conduite, nomie, qu'elle n'a pas choisies et que quelqu'un d'autre, hétéro, a déterminé pour elle, à l'instar d'un enfant qui ne fait pas ce qu'il souhaite, mais à qui ses parents imposent des règles à propos des repas, des heures de coucher, de lever, etc. Donc la question peut également être formulée ainsi: comment créer de l'autonomie là où tout conduit ou devrait conduire à l'hétéronomie? Est-ce vraiment en se plaçant sous l'autorité de quelqu'un d'autre qu'on devient capable de conduire soi-même son existence avec sagesse? La méfiance à l'égard de l'école, considérée comme un instrument d'endoctrinement et de domination, non d'émancipation, n'est pas récente. Au cœur de notre période de référence pour ce thème, on peut reconstituer une séquence historique allant de Karl Marx à Michel Foucault, en passant par Louis Althusser, donc du milieu du XIXe siècle au dernier tiers du XXe siècle.
Karl Marx, 1818-1883, soutient l'idée que la société est divisée en classes sociales distinctes et opposées les unes aux autres. Sa doctrine s'appuie notamment sur un constat. La révolution industrielle accentue les inégalités entre les conditions de vie des bourgeois et celles des prolétaires. Pire encore, la misère des uns est nécessaire à la richesse des autres, puisque c'est de l'exploitation des ouvriers que proviennent les profits des patrons en raison d'un partage toujours plus injuste de la valeur créée par le travail. Je cite Marx et Engels: l'histoire des sociétés n'a été que l'histoire des luttes des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurants et compagnons, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui toujours finissait par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la destruction des deux classes en lutte. Ça, c'est le début du chapitre 1 du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. Et on retrouve quelque chose de tout à fait comparable à la fin du chapitre 2. L'histoire de toutes les sociétés passées se meut au milieu des antagonismes de classe qui ont revêtu des formes différentes à différentes époques, mais quelle que soit la forme prise par l'antagonisme, l'exploitation d'une partie de la société par l'autre est un fait commun à tous les siècles passés. Mais alors, comment une situation aussi scandaleuse peut-elle perdurer? Pourquoi les plus défavorisés ne s'emploient-ils pas à y mettre un terme? Ils s'y efforcent, et s'instaure alors un rapport de force que Marx nomme la lutte des classes. La classe dominante lutte pour maintenir sa domination, et la classe dominée pour la renverser. Mais il y a des facteurs qui contribuent à la stabilité de ce système, malgré ses défauts. Marx indique ainsi que chaque classe sociale se définit par l'ensemble des valeurs, des représentations et des discours qui ont majoritairement cours parmi ses membres. Être bourgeois, cela consiste à parler d'une certaine façon, à avoir des manières de se comporter, un code de politesse, des références culturelles, une idée du bon et du mauvais goût, qui diffèrent du langage, des codes, des références et des goûts de la classe ouvrière. Tout cela forme l'idéologie d'une classe sociale. Mais la classe dominante parvient à imposer son idéologie propre comme une norme, comme une culture supérieure. Elle présente donc l'idéologie de la classe dominante comme une sous-culture, ou comme une culture honteuse, ou même comme une absence de culture. Je cite, fin du chapitre 2 du manifeste du Parti communiste: est-il besoin d'une grande intelligence pour comprendre que les conceptions, les notions et les vues, en un mot que la conscience des hommes, se modifient elles aussi avec leurs relations sociales, avec leur existence sociale? Que nous prouve l'histoire de la pensée, si ce n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle? Les idées régnantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe régnante. En influençant ainsi les mentalités, la classe dominante rend sa domination plus acceptable, plus légitime. Aux yeux de nombreuses personnes, il apparaît comme normal que la bourgeoisie vive mieux que le prolétariat. Ceux qui en sont exclus, plutôt que de la renverser, souhaitent devenir eux-mêmes des bourgeois. L'école, par le contenu des programmes et par les valeurs qu'elle transmet, contribue à la propagation de l'idéologie dominante. Les événements historiques enseignés comme importants, les œuvres littéraires présentées comme classiques, sont ceux et celles qui relèvent de la culture bourgeoise. En ce sens, on peut soutenir l'idée que l'école n'est pas l'instrument du développement de l'individu, mais celui de son endoctrinement idéologique en faveur de la classe dominante. Louis Althusser, 1918-1990, philosophe marxiste qui élabore une nouvelle interprétation de la théorie de Marx, prolonge cette réflexion sur le maintien d'une organisation sociale inégalitaire. Pour rendre compte de la longévité de cette dernière, il s'intéresse à la manière dont l'État, qui dans la pensée marxiste est au service de la classe dominante, procède. En 1919, dans Le savant et le politique, Max Weber proposait de caractériser l'État par cette formule qui met de côté le but poursuivi et se concentre sur les moyens employés.
L'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, le territoire appartient à sa caractérisation, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Cette définition est reprise par Max Weber, toujours, dans Concepts fondamentaux en sociologie. On appellera État une entreprise institutionnelle de caractère politique lorsque et dans la mesure où son équipe administrative revendique avec succès, pour la mise en œuvre de ses ordres, le monopole de la coercition physique légitime. Il existe dans une société des personnes et des groupes qui ont recours à la violence, délinquants, criminels, mafieux, hooligans, milices, mais ils emploient alors des moyens qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Cela ne veut pas dire que la violence est bannie de nos sociétés. Elle est réservée à un seul utilisateur, l'État. Lui emploie la force, mais en plus, il a le droit de l'employer et ne peut pas être poursuivi pour cela. Les citoyens reconnaissent que, pour s'assurer du respect des lois et pour garantir leur sécurité, l'État est autorisé à employer la force. Quand, par exemple, un homme armé et dangereux est neutralisé en étant immobilisé ou blessé ou abattu. La réflexion de Louis Althusser prend la suite de cette définition en ajoutant que la finalité de l'État est la défense de la classe dominante contre les tentatives de renversement de la classe dominée. Son pouvoir n'est pas neutre. Mais il précise encore que pour accomplir cette mission, l'État dispose de deux atouts. Les premiers appartiennent à la catégorie des appareils répressifs d'État, et les seconds, c'est là une innovation d'Althusser, relèvent de la catégorie des appareils idéologiques d'État. La police, l'armée, les tribunaux et les prisons constituent l'appareil répressif d'État, dont le rôle est d'intervenir par la violence lorsque des actes portent atteinte à l'ordre et à la domination de la bourgeoisie. Je cite, le rôle de l'appareil répressif d'État consiste essentiellement, en tant qu'appareil répressif, à assurer par la force, physique ou non, les conditions politiques de la reproduction des rapports de production qui sont en dernier ressort des rapports d'exploitation. Non seulement l'appareil d'État contribue pour une très grande part à se reproduire lui-même, il existe dans l'État capitaliste des dynasties d'hommes politiques, des dynasties militaires, etc., mais aussi et surtout, l'appareil d'État assure par la répression, depuis la force physique la plus brutale jusqu'aux simples ordres et interdits administratifs, à la censure ouverte ou tacite, etc., les conditions politiques de l'exercice des appareils idéologiques d'État. Ce sont eux, en effet, qui assurent pour une grande part la reproduction même des rapports de production, sous le bouclier de l'appareil répressif d'État. Louis Althusser, Idéologie et appareil idéologique d'État, 1970. Mais on comprend dès lors que l'appareil répressif d'État arrive toujours trop tard, quand l'infraction est commise et qu'il y a déjà trouble à l'ordre public. Pour rendre son action plus efficace, l'État se dote donc d'outils de prévention des désordres. En modelant les mentalités, il fait en sorte que toutes les catégories de la population consentent à l'ordre bourgeois et que ne naisse pas, en certaines, l'envie de le troubler. Telle est la fonction des appareils idéologiques d'État. C'est une police de la pensée et non une police des actes. Les religions, les partis politiques, la presse, les arts sont autant de vecteurs de l'idéologie dominante. Althusser estime que la religion, couplée à la famille, a constitué l'appareil idéologique le plus important de l'Ancien Régime, c'est-à-dire d'un monde dans lequel l'aristocratie est la classe dominante. Mais à l'ère moderne, avec l'arrivée de la bourgeoisie comme nouvelle classe dominante, les choses changent et c'est l'école qui devient le principal appareil idéologique. Je cite, elle prend les enfants de toutes les classes sociales dès la maternelle. Et dès la maternelle, avec les nouvelles comme les anciennes méthodes, elle leur inculque pendant des années, les années où l'enfant est le plus vulnérable, coincé entre l'appareil d'État famille et l'appareil d'État école, des savoir-faire enrobés dans l'idéologie dominante. Le français, le calcul, l'histoire naturelle, les sciences, la littérature, ou tout simplement l'idéologie dominante à l'état pur, morale, instruction civique, philosophie. Quelque part vers la 16e année,
Une énorme masse d'enfants tombe dans la production. Ce sont les ouvriers ou les petits paysans. Une autre partie de la jeunesse scolarisable continue. Et vaille que vaille fait un petit bout de chemin pour tomber en route et pour voir les postes des petits et moyens cadres, employés, petits et moyens fonctionnaires, petits bourgeois de toutes sortes. Une dernière partie parvient au sommet, soit pour tomber dans le demi-chômage intellectuel, soit pour fournir, outre les intellectuels du travailleur collectif, les agents de l'exploitation, capitalistes, managers, les agents de la répression, militaires, policiers, politiques, administrateurs, etc., et les professionnels de l'idéologie, prêtres de toutes sortes dont la majorité sont des laïcs convaincus. Chaque masse qui tombe en route est pratiquement pourvue de l'idéologie qui convient au rôle qu'elle doit remplir dans la société de classe. Rôle d'exploité, à conscience professionnelle, morale, civique, nationale et apolitique hautement développée. Rôle d'agent de l'exploitation, savoir commander et parler aux ouvriers, les relations humaines. D'agent de la répression, savoir commander et se faire obéir sans discuter, ou savoir manier la démagogie de la rhétorique des dirigeants politiques, ou de professionnels de l'idéologie, sachant traiter les consciences avec le respect, c'est-à-dire le mépris, le chantage, la démagogie, qui conviennent accommoder aux accents de la morale, de la vertu, de la transcendance de la nation, du rôle de la France dans le monde, etc. Bien sûr, nombre de ces vertus contrastées, modestie, résignation, soumission d'une part, cynisme, mépris, hauteur, sûreté, grandeur, voire beau parler et habileté, s'apprennent aussi dans les familles, à l'église, à l'armée, dans les beaux livres, dans les films, et même sur les stades. Mais aucun appareil idéologique d'État ne dispose pendant autant d'années de l'audience obligatoire, et c'est bien la moindre des choses, gratuite, 5 à 6 jours sur 7, à raison de 8 heures par jour, de la totalité des enfants de la formation sociale capitaliste. Fin de citation. À ce stade, on voit qu'il est reproché à l'État de s'arranger sournoisement pour atteindre un objectif qu'il dissimule, et qui va à l'encontre des intérêts d'une partie importante de la population qu'il administre. Le dernier acte de cette séquence historique postule que ce n'est pas simplement l'État, mais la société civile elle-même qui produit une situation de ce type, et que l'école en est un rouage de premier ordre. Michel Foucault, 1926-1984, qui a été l'élève d'Althusser, apporte sa pierre à l'édifice en prolongeant et infléchissant à son tour la pensée de Marx, qui sert de matrice à notre réflexion. Pour cela, il introduit une première nouveauté. Il donne au concept de pouvoir une signification différente. Pour saisir cette idée, on va avoir besoin de distinguer deux conceptions du pouvoir, l'une qu'on qualifiera de classique et l'autre de moderne. Dans la conception classique, le pouvoir se concentre entre les mains d'une autorité qui le consacre à veiller à ce que personne ne déstabilise la société en piétinant impunément ses règles. Le pouvoir, incarné par le roi ou par l'État, dispose donc des moyens de répression nécessaires à sa fonction régulatrice. Le premier chapitre de Surveiller et punir, 1975, de Michel Foucault, explique comment ce pouvoir se montre pour en imposer à tous. Il rappelle le caractère spectaculaire des supplices de Robert-François Damien, coupable de tentative d'assassinat contre Louis XV. Ainsi, le pouvoir corrige sévèrement ceux qui ont transgressé la règle, et il dissuade ceux qui pourraient être tentés de le faire. C'est pourquoi, dans ce contexte, la personne qui détient le pouvoir exerce sur les autres un droit de vie ou de mort. Mais Foucault signale, dans Il faut défendre la société, 1976, que l'expression habituelle droit de vie ou de mort n'est pas appropriée, car il s'agit principalement d'un droit de faire mourir, et ce n'est qu'à la condition qu'il renonce à l'employer que le pouvoir va non pas faire vivre, mais simplement laisser vivre. On devrait donc dire, plutôt que droit de vie ou de mort, droit de faire mourir ou de laisser vivre. Telle est la principale prérogative du pouvoir. Dans la conception moderne, les choses évoluent. Le pouvoir n'est plus l'apanage du roi ou de l'État, on a du pouvoir quand on peut agir sur quelqu'un et quand on peut empêcher quelqu'un d'agir sur soi. Dans les liens familiaux, au sein d'un couple, entre parents et enfants, dans la fratrie, dans les relations professionnelles, entre patrons et subordonnés, entre collègues, dans le réseau amical, il y a des enjeux de pouvoir.
Dans le vocabulaire de la philosophie, ce que Foucault nomme pouvoir renvoie peut-être davantage à ce qu'il conviendrait parfois de nommer puissance. Cela a une conséquence majeure. Foucault ne s'intéresse pas à la façon dont une classe sociale en particulier détourne à son profit le pouvoir de l'État pour préserver sa domination et servir ses intérêts. Il conçoit davantage la société comme un équilibre des forces qui ne reconnaît qu'un intérêt global, celui du tout, et non celui d'une de ses parties. Le plus urgent, le plus vital pour une société, est par conséquent de neutraliser toutes les anomalies qui pourraient la déstabiliser, et personne, dominant ou dominé, bourgeois ou prolétaire, n'a intérêt à ce que le désordre s'installe. Le pouvoir inclut donc des mécanismes de régulation, de la même façon qu'un organisme dispose de défenses immunitaires pour lutter contre les maladies. Ceux-ci bénéficient à l'ensemble de l'organisme et ne sont pas une stratégie déployée par l'un des organes, le cerveau, le cœur, pour son seul intérêt. Dans une société, se sont mis en place des mécanismes de cet ordre, Foucault les nomme des disciplines. Ils interviennent pour lutter contre les maladies du corps social que sont les fous, les criminels, les malades, les enfants mal éduqués. D'elle-même, la société privilégie le normal et le régulier. Les disciplines interviennent donc dans les domaines de la psychiatrie, de la justice, de la santé, de l'éducation. Ce sont des modes d'organisation qui ancrent dans les comportements un certain nombre de normes. L'école est un exemple emblématique de la discipline comprise au sens de Foucault. Son organisation spatiale tout d'abord, avec des salles de classe à l'implantation géométrique, des tables alignées pour que l'instituteur surveille tous les élèves d'un balayage du regard. Son organisation temporelle également, avec des tâches minutées, des activités répétitives qu'il faut exécuter à des moments prédéfinis. Cours, repas, sport, pause, et surtout l'alternance des temps d'enseignement et des temps d'évaluation. Foucault insiste sur ce point, évaluer revient à poser une norme et à mesurer l'écart entre la norme et la situation effective de l'élève. On lui indique où il est censé se trouver et on vérifie où il en est dans ses apprentissages. Normalement, c'est-à-dire conformément à la norme, il devrait savoir ceci. Est-ce bien le cas? Alors faut-il désespérer de l'école? Faut-il s'insurger contre cette institution qui, sous prétexte de nous former, ne voudrait en vérité que nous formater? Ce que nous venons de voir nous incite très fortement à nous méfier de l'école, car elle possède toutes les caractéristiques d'un appareil idéologique au service d'une classe ou d'un collectif, mais au détriment des individus. Il ne faudrait donc jamais oublier, même quand on a le sentiment de s'y épanouir, qu'elle peut se retourner contre ceux qu'elle devrait pourtant servir. N'oublions pas, cela dit, qu'en examinant ce point, nous avons pu prendre conscience des risques et que nous nous donnons ainsi les moyens d'échapper aux inconvénients que nous avons relevés. Nous sommes mieux disposés à nous en préserver que si nous avions continué à les ignorer. Marx, sur ce point, fonde la distinction entre classe en soi et classe pour soi. Une classe sociale qui prend conscience de sa situation, de la domination qu'elle subit, devient une classe pour soi et fait le premier pas nécessaire à son émancipation. L'instrumentalisation de l'école au service d'intérêts qui ne sont pas ceux des élèves qu'elle accueille est un projet politique qui caractérise certains États, certains types de régimes, tandis que d'autres manières de concevoir et d'exercer le pouvoir s'affranchiront d'un tel formatage. Le simple fait, par exemple, que ce soit de l'intérieur de l'institution qu'on puisse réfléchir, comme on le fait en ce moment même, au but qu'elle poursuit, au danger qu'elle incarne, est un indice de sa qualité démocratique. Elle pourrait être bien plus vertueuse, mais au moins faut-il reconnaître qu'elle n'est pas irrémédiablement autoritaire et illibérale. C'est un enjeu majeur.